Ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis partie au mois d'août, faire la reco, donc on a passé 4 jours sur le Kili. On chronométrait à chaque fois les tronçons et puis, là, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis dans les temps», donc découpé, hein, évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait de le faire sur la journée. Mais bon, après, pour moi, j'avais pas du tout en tête d'aller claquer un record du monde. C'était, faire le Kili sur la journée. Au final, j'ai juste besoin qu'on me lâche parce que je me dis: «Voilà, ça fait 18 mois que je prépare que ça, je vis Kili, je mange Kili, je dors Kili». Je l'avais déjà fait une fois, enfin voilà, il me tardait qu'un truc, c'était qu'on me lâche quoi, le start. La pression, je l'avais sans trop parce que, je me considère pas déjà comme une athlète de haut niveau, donc je m'étais dit: «Bah, il y a un record qui tombe, tant mieux, c'est super. Il tombe pas, enfin voilà, je suis pas là pour démontrer quoi que ce soit au niveau performance». Et là, en fait, à 5003, il tombe, vraiment, il s'écroule par terre avec des maux de ventre terribles. Puis il me dit: «J'arrive plus à bouger mes jambes, je suis pas bien, Vanessa, j'ai peur». Et puis là, en gros, il commence à me dire: «Bon, écoute, moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai des amis qui l'ont vécu. Et ben, ils sont restés sur la montagne, hein, c'est comme ça». Là, dans ma tête, en fait, ça fait boum. L'athlète, elle est plus là. Par contre, l'infirmière, elle prend toute la place. Et là, je me dis: «OK, le médecin nous a dit que dans 45 minutes, on allait développer un œdème, lui et moi. On est à 5003, on est monté en 5 heures et des brouettes, donc c'est la cata». Et en fait, entre-temps, on a essayé d'appeler l'équipe médicale qui était au sommet pour nous faire passer de l'oxygène. En fait, le problème, c'est que sur le Kili, les hélicos, ils s'arrêtent à 4000. Sur la Western Bridge, le temps qu'une équipe arrive, il y en avait au moins pour 6 heures, donc ça faisait 2 morts. Redescendre, c'était pas possible. Donc, j'ai eu mon entraîneur au téléphone. Et puis là, en gros, il m'a dit, la seule solution, c'est Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert Course Épique récemment, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et comme on approche de la période de Noël et des cadeaux, si vous pouviez prendre quelques secondes pour lui mettre plein d'étoiles et des avis sur Apple Podcast, cela aiderait Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Course Épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Enfin, pour suivre les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. C'est le meilleur moyen de tout savoir sur Course Épique et également de me suggérer des invités que vous aimeriez que je reçoive. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Vanessa Morales, une aventurière et sportive amateur pyrénéenne qui s'est lancée dans la tentative de record du monde d'ascension du Kilimandjaro. L'occasion également pour elle de faire parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, la sclérose en plaques, et de représenter à l'occasion de ce défi les personnes qui en sont atteintes. Vanessa s'est lancée dans cette ascension avec Ronald, son accompagnateur tanzanien, grand habitué et connaisseur du Kilimandjaro. Sauf que le jour de cette tentative de record, rien ne s'est exactement passé comme prévu. Un récit riche en suspense, fort en émotions, empreint d'humanité et de grands moments de bravoure, comme vous pourrez l'entendre avec les mots de Vanessa. Mais je ne vous en dis pas plus. Vanessa va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Kilimandjaro. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Bonjour Vanessa, je suis ravi de te recevoir dans ce 21e épisode de Course Épique. Comment vas-tu ? Salut Guillaume, écoute, moi je vais plutôt bien. Je suis sur Font-Romeu en ce moment, donc j'ai la chance d'avoir au taquet de neige, un peu de soleil, enfin voilà, le bonheur. Génial, on t'envie tous, parce qu'à Paris, c'est pas exactement ça le programme. Avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, moi voilà, je m'appelle Vanessa, j'ai 37 ans, je suis originaire des Pyrénées-Orientales, Font-Romeu plus précisément. Voilà, je suis infirmière de formation, j'ai été sapeur-pompier pendant plus de 15 ans. Que dire de plus? Je suis une passionnée de la vie, quoi. Voilà. C'est une belle passion. Est-ce que... Et tu as un enfant aussi ? Et j'ai un grand garçon de 16 ans. Oui. Est-ce qu'on dit encore enfant pour un garçon de 16 ans ?
Moi, j'ai tendance à dire mon bébé, mais il apprécie plus ça. Oui, il veut plus que tu l'emmènes au lycée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Depuis à peu près 10 ans. Ok. Est-ce que, Vanessa, tu pourrais nous parler de ta relation au sport et des premiers sports que tu as pratiqués quand tu étais enfant puis adolescente? Oui, ben, en fait, le sport, que ce soit dans ma famille, ou dans mon mode de vie, bah, c'est normal. C'est quelque chose de logique, quand on grandit à Font-Romeu. En gros, dès qu'on commence à savoir marcher, ben, on nous dit: «Voilà, qu'est-ce que tu veux faire comme sport?» Ski, patinage, enfin voilà, il y a 10 000 opportunités. Moi, j'ai eu la chance de pratiquer le patinage artistique assez tôt. En fait, à l'âge de 4 ans, j'ai chaussé mes premiers patins. Puis ensuite, à l'âge de 10 ans, j'ai intégré la section sport-études. Et quand j'ai intégré le collège, en fait, bah, j'ai continué en sport-études. Et après, la pratique montagne, bah, ici, enfin, chez nous, c'est familial, quoi. Toute ma famille bossait sur les pistes de ski. Les week-ends, bah, on va camper, on va grimper, voilà. Et quelle place tenait la course à pied dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que c'était une activité, enfin ça faisait partie d'un tout et de tes promenades et de tes balades, ou est-ce que c'était déjà un centre d'intérêt particulièrement marqué? Alors très honnêtement, la course à pied, quand j'étais en sport-études, pour moi, c'était un calvaire. C'est vraiment ouais, vraiment la punition, quoi. Quand je voyais footing sur le programme d'entraînement, je pleurais. Et en fait, c'est venu progressivement. Et pour moi, c'était même pas une discipline au départ. Je partais en montagne et je courais, bah, peut-être pour aller plus vite et voir plus de choses. Et voilà. Puis j'étais un peu faux-folle à cette période. J'avais 16-17 ans. Voilà, ça s'est fait vraiment avec des potes. Et j'ai pris goût à la course. Mais voilà, C'est venu plus tard. ouais, c'est venu vraiment plus tard. Ta pratique sportive, mais même plus généralement ta vie, a été bousculée à l'âge de 16 ans suite au diagnostic d'un important problème de santé que tu as connu? Oui, exactement. En fait, bah, je patinais énormément, hein. On avait 14 heures par semaine sur glace, plus, bah, justement les footings, la natation, enfin, le renforcement musculaire et tout ça. Et lorsque je montais sur la glace, au bout de 20 minutes, j'étais paralysée au sol. On comprenait pas ce qui se passait. Je pouvais plus du tout marcher. Enfin, c'était assez impressionnant. Et donc au tout début, c'était un peu compliqué. Les médecins n'arrivaient pas trop à diagnostiquer le problème. Donc on m'avait proposé une énorme opération. En gros, il fallait couper le tibia, tourner le tibia, enfin tout péter, tout refaire. Donc là, ma mère s'était un peu opposée à ça. Et puis il y a eu le premier soupçon d'un syndrome des loges. Donc en gros, la seule issue, c'était d'arrêter le patinage artistique. Donc là, le drame. Pour une gamine de 16 ans qui ne voit que par ça, ça a été super dur à encaisser. Ouais. Donc tu as réussi à passer outre et à te reconstruire et à pouvoir continuer à pratiquer le sport. Quel accomplissement toi tu y trouves? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie? Bah, en fait, je pense que si on m'enlève le sport, on m'enlève ma pièce d'identité. Je me vois pas autrement, et puis je peux pas vivre différemment. Donc en fait, ce que ça m'apporte, j'en sais rien. Je crois que c'est un équilibre. J'ai envie de dire, c'est pas devenu un équilibre, ça l'est depuis que je suis née, quoi. Hmm. Donc ouais, c'est Ça fait partie intégrante de toi, ouais. ouais, On peut pas le vraiment, dissocier de toi. c'est ça. Et au-delà de ta pratique sportive de manière générale, il y a aussi toute une dimension de défi et de record auquel toi tu t'es attaqué. Quelle est ta motivation justement pour cette logique de dépassement au-delà de pratiquer le sport, d'essayer en tout cas d'aller plus loin et de franchir des paliers, voilà, de se prouver un certain nombre de choses? Quelle est ta motivation profonde pour tout ça? Mais je pense que déjà, ce syndrome des loges m'a mis une grosse claque parce que donc j'ai stoppé le patinage. Quelque temps après, j'ai réussi à rebondir à travers la course à pied et notamment la course en montagne. Et puis à l'âge de 21 ans, ben, le syndrome est revenu. J'avais changé d'effort, donc pendant quelque temps, ça m'a laissé tranquille. Et puis quand il est revenu, bon ben là, j'ai pas eu le choix que de me faire opérer. Donc ça a été assez lourd comme intervention, c'est hyper douloureux, c'est 4 mois de convalescence hyper galère. En plus, ben moi j'ai pris la décision de me faire opérer des 2 jambes en même temps, alors que le chirurgien me proposait une jambe, 4 mois de convalescence, une jambe et 4 mois. Et en fait j'ai refusé, je me suis dit à prendre 4 mois de sursis, ben je prends les deux d'un coup. Donc j'ai vraiment chargé, à plus pouvoir marcher, voilà, on m'aidait à m'habiller, je pouvais pas monter les escaliers toute seule, un peu de fauteuil roulant, enfin vraiment la galère. Et quand j'ai réussi
à retrouver mes jambes, là, je me suis dit, feu, quoi. Maintenant, tu fonces, t'as tes jambes donc en fait, c'est un peu ma force depuis. Puis voilà, et après, j'ai pas mal de personnes autour de moi aussi qui étaient très sportifs, qui sont touchés par une pathologie que je défends, là, qui est la sclérose en plaques. Voilà, quand je les vois aujourd'hui, certains, ou en fauteuil roulant, ou hyper fatigués par cette maladie, et ils peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant, je me défonce pour eux. Oui, justement, j'allais t'en parler, tu es très engagé auprès de la Ligue contre la sclérose en plaques. Donc la raison principale, c'est ça, c'est parce que ça a touché des gens auprès de toi. Enfin, qu'est-ce que représente pour toi cet engagement aujourd'hui? En fait, en peu de temps, j'ai pas mal d'amis d'enfance qui ont été diagnostiqués de sclérose en plaques. Donc ça m'a vachement chamboulée. Je me suis dit: «Putain, mais c'est quoi ce truc?» Enfin, je connaissais pas forcément la maladie et puis j'étais pas encore infirmière à l'époque, donc voilà, on est un peu, je découvrais, quoi. Et ensuite, j'ai un super pote qui courait avec moi, qui a été vraiment moteur pour moi dans la course à pied, qui est atteint de sclérose en plaques. Et en fait, il avait une association. Et puis un jour, je lui dis: «Bah écoute, je pars courir là, j'ai 5 jours de repos, donc je vais enchaîner les 3 sommets les plus hauts des Pyrénées. J'ai vu qu'il y avait un étau, mon père du Vignemale, donc je vais essayer de faire ça sur les 5 jours et tout.» Et il me dit: «Mais t'es malade?» Enfin, il me dit: «Je t'accompagnerai bien.» Mais bon, lui, il pouvait pas. Et il m'a proposé de courir avec le drapeau de son asso. Donc évidemment, j'ai accepté de suite, hein. C'était un peu l'occasion de faire un petit geste pour l'association. Et en fait, assez rapidement, j'ai été mise en relation avec la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et depuis, maintenant, ça fait bientôt 6 ans que chaque fois que je pars à l'étranger ou que je me lance un défi, je prends le drapeau de la Ligue et je l'emmène partout avec moi. Est-ce que c'est justement cet engagement, est-ce que tu le portes constamment en toi lors de tes défis? Est-ce que tu penses que tu accomplirais autant de choses et tu serais autant en quête de nouveaux challenges si ça n'était pas aussi pour soutenir cette cause qui t'est si chère? En fait, ça me motive parce que je sais que je suis poussée par ça aussi. Il y a du monde derrière. Je suis pas toute seule. C'est pas perso. Voilà. Et puis c'est aussi des voyages par procuration, des défis par procuration, puisque je ramène des films à chaque fois de ce que je fais. Donc ça tourne dans les centres. Il y a un centre, par exemple, une maison d'accueil spécialisée pour la sclérose en plaques, qui diffuse mes films et tout. Et je me dis bon je peux au moins apporter ça, quoi. Donc non, c'est vraiment une motivation à chaque fois, ouais. Je te propose de faire un autodiagnostic, Vanessa. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration d'un point de vue sportif, mental? Qu'est-ce qui Ouais. marche et sur lequel tu sens que tu es au-dessus du lot et puis d'autres choses qui sont peut-être moins simples pour toi? Alors, je dirais que mes points forts, c'est j'ai pas peur. Euh, voilà. J'avance souvent au mental. Et puis après, je suis, comme je disais, je suis une amoureuse de la vie. Donc en fait, chaque défi, c'est la découverte. Et je suis un peu comme une gamine où chaque fois que j'ai un projet qui aboutit, j'ouvre un cadeau de Noël et voilà. Donc ça, je pense que c'est ce qui m'aide vraiment à avancer. Après, mes points faibles, c'est le côté physique parce que je suis pas une grande athlète de haut niveau. J'ai des capacités peut-être, on va dire, aller à haute altitude ou des trucs comme ça. Mais après, je bosse énormément parce que si je bosse pas, je suis un tracteur, quoi. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler d'une semaine type pour toi? Comment est-ce qu'elle s'organise avec comment tu fais coexister tes entraînements, ta vie personnelle, ta vie familiale? Comment tout ça est structuré chez toi? Bon, j'ai un super coach qui me programme toutes mes semaines d'entraînement. Donc, j'ai une séance par jour minimum, voire deux. Après, c'est pareil, en fait, c'est une habitude parce que j'ai pas l'impression de galérer pour m'organiser, à caler un entraînement, à caler mes courses, à caler récupérer le gamin. Enfin voilà, j'ai l'impression que tout se fait naturellement parce que ça a toujours été plus ou moins comme ça. Donc là, l'exemple d'une semaine type, je me lève le matin, je fais mon footing. Le soir, je vais faire la séance qui est prévue par mon entraîneur avec fractionné ou travail en côte ou voilà. Et quand, par exemple, en ce moment, il neige beaucoup, le dénivelé, je vais aller le chercher en ski. J'ai aussi l'avantage de pouvoir faire un peu d'escalade, donc il suffit que j'ai un footing à faire dans la journée, je le cale le matin, puis l'après-midi, je vais grimper. Enfin, voilà. Tu continues à exercer aussi ton métier d'infirmière? Oui, donc je travaille à mi-temps dans un service d'urgence.
En fait, je bosse dans une clinique qui est un partenaire, hein, qui m'accompagne dans mes différents projets. Donc voilà, je travaille 7 jours par mois en tant qu'infirmière et le reste du temps, c'est vraiment de la préparation pour mes différents projets et beaucoup d'entraînement. Oui, ça te laisse le temps de bien te consacrer à ça. Ouais, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup pour cette présentation, Vanessa. On va passer désormais à notre redoutable séquence de la basket chinoise, notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu ? Alors moi, je me vois un petit peu comme le diable de Tasmanie. Taz, parce que voilà, en général, j'ai une idée, un projet, boum, une action. Donc c'est assez dévastateur, on va dire, pour mes proches et mon entraîneur, qui à chaque fois a très très peur quand je l'appelle. Voilà. Je me vois bien Très comme ça. impulsive et aussi déterminée, c'est ça ? Ouais, une tornade, quoi. J'arrête pas. J'ai un projet, et puis 2 jours après, le premier projet n'est pas encore fini, que j'en ai un autre, et ouais, ça bouge tout le temps, quoi. Est-ce que c'est lui qui court après Bip Bip ou pas ? Je suis pas certain. Non, Non, c'est autre non, chose. ça, c'est un coyote. Ça, c'est un coyote, ok. Faut que je revoie mes fiches de dessin animé. Ok, super. Et si tu étais un animal, lequel serais-tu ? Un diable de Tasmanie, peut-être ? Ouais, non, j'aimerais vraiment être un isard parce que ça passe partout en montagne et quand je les vois là, je me dis waouh, ils ont la patate, quoi. Ils ont un Bah, tu cardio passes de partout dans fou. les montagnes déjà, non ? Ouais, mais j'arrive pas à les suivre. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une admiration particulière chez toi ? Ouais, moi je suis une grande fan de Anton Krupika. D'accord. J'adore ce gars, ouais. Pour ça, parce que tu voudrais une barbe comme lui ou rien à voir ? Ben la barbe, j'ai du mal à la laisser pousser. Non, c'est surtout son état Sa d'esprit, de philosophie, liberté, mais. sa philosophie, ouais, voilà. Et puis les multisports aussi, et ça me plaît bien, quoi. Eh ben, écoute, merci beaucoup de s'être prêté à ce jeu-là et cet exercice très difficile. On va maintenant parler de ta course épique en Tanzanie à l'occasion de ta tentative de record de l'ascension du Kilimandjaro. Je Ouais. vais planter le décor en quelques mots. Donc, direction aujourd'hui la Tanzanie, je viens de le dire, et plus particulièrement le Kilimandjaro, qui est également connu pour être le toit de l'Afrique. C'est une montagne qui est située dans le nord-est de la Tanzanie, composée de 3 volcans, le pic Uhuru. On est le point culminant à 5895 mètres d'altitude et constitue le point le plus élevé de l'Afrique. Le Kilimandjaro est également connu pour sa calotte glaciaire sommitale et ses fameuses neiges qui sont malheureusement en grand péril puisque les scientifiques annoncent la fin de la neige sur son sommet d'ici une vingtaine d'années. C'était une nouvelle assez triste, enfin très triste même d'ailleurs. Voilà, la plus haute montagne d'Afrique, elle abrite un écosystème rare entre ses paysages de culture, sa forêt tropicale, son désert alpin et donc son sommet enneigé. Chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui tentent l'une des 6 voies d'accès au sommet avec un taux de réussite qui oscille entre 40 et 90% selon l'itinéraire choisi et le temps alloué à l'acclimatation. Et depuis 1991, il est impossible de gravir le Kilimandjaro sans guide. Le recours à une équipe locale pour le portage et la logistique est donc désormais obligatoire. Même si son ascension peut paraître techniquement accessible sur certaines voies, elle compte son lot de risques qui peuvent s'avérer fatals, à commencer par le mal aigu des montagnes, une forme d'hypoxie, un syndrome clinique lié au manque d'oxygène. Je me suis documenté là-dessus, hypoxie, je dois avouer que je ne connaissais pas le terme. Ouais. Tu pourras nous en parler d'ailleurs, tu vas connaître ça bien mieux que moi. Il existe 2 complications qui sont assez fréquentes, l'œdème pulmonaire et l'œdème cérébral. Dans 95% des cas, les personnes sont montées trop rapidement et pour les 5% restants, la cause est d'ordre génétique. Le mal aigu des montagnes lié à une mauvaise acclimatation à l'altitude apparaît généralement au-dessus de 3500 mètres et parfois même à des altitudes inférieures et peut causer la mort en quelques heures. Voilà pour ces quelques éléments introductifs sur les Kilimandjaro. On va pas rester sur cette note trop pessimiste et on va pas trop plomber l'ambiance de l'épisode. Je te propose de te frotter à notre rubrique nettement plus légère qui est la question qui pique de course épique. Une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Voilà, j'espère que tu es zen, Vanessa, ça va très bien se passer cette question qui pique. Tu me mets bien la pression, mais je suis zen. Non, tu vas voir le niveau, je pense que là, tu peux évacuer toute pression immédiatement. Voilà ma question pour toi, Vanessa. En mai 2016, un record dans le registre gastronomique, si on peut dire, a été battu sur le Kilimandjaro. Est-ce que tu saurais me dire lequel ? Oh là là, pas du tout. Sur le Kilimandjaro? Ouais, un record qui est lié voilà, à un défi qui a été réalisé dans un contexte culinaire en haut au sommet du Kilimandjaro. Alors là, franchement, je sais pas du tout. Une grosse raclette en haut du Kilimandjaro? C'est presque ça. C'était pas très loin. Et, ouais, c'est pas loin. En fait, c'est Pizza Hut qui a battu le record du monde de la livraison de la pizza à la plus haute altitude dans le monde, avec donc une livraison au sommet du Kilimandjaro. C'est une équipe de 5 personnes composée de guides et d'employés de Pizza Hut qui ont choisi pour l'occasion une pizza au pepperoni et qu'ils ont tenté de maintenir chaude pendant 4 jours grâce à un appareil de chauffage alimenté par batterie. Et voilà, et une fois arrivés en haut, ils ont célébré ce record du monde. De toi à moi, je suis pas vraiment certain qu'ils se soient régalés. Voilà, en tout cas, ce record, c'était un moyen pour eux d'annoncer le lancement
de la franchise en Tanzanie, qui est le 100e pays au monde à accueillir un Pizza Hut. Et ils ont adossé à cette initiative aussi une dimension caritative en récoltant de l'argent pour une école primaire locale. Voilà, 4 jours pour livrer une pizza, c'est quand même un délai qui pourrait être dissuasif, je pense, pour beaucoup. À mon avis, ils auraient mieux fait de te le confier, ça aurait été plus rapide et plus efficace. J'ai juste un petit peu peur pour l'état de la garniture à l'arrivée au sommet du Kilimanjaro. Mais en tout cas, pour un service plus rapide, il aurait mieux valu compter sur toi, Vanessa. Bon allez, c'en est fini de cette question qui pique, de course épique. On va parler de vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc ta tentative de record de l'ascension du Kilimanjaro. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment est né ce projet ? En fait, ce projet, il est né grâce à une nana que j'ai rencontrée, qui m'a contactée en passant par mon club d'athlétisme. En fait, elle a contacté la direction du club pour savoir si elle pouvait avoir un moyen de rentrer en contact avec moi, machin. Donc, moi, j'ai dit ok, pas de souci. Et puis elle me contacte et là, elle me dit voilà, je suis atteinte de sclérose en plaques, mais j'ai un rêve. Je rêve de faire l'ascension du Kilimanjaro, mais avec toi. Waouh! Donc je dis ok, on va apprendre à se connaître, voilà, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on voit ce qu'est le Kilimanjaro. Tes possibilités, les miennes aussi, bon voilà. Donc en fait, on s'est rencontrés, physiquement, elle était tout à fait capable de faire l'ascension. Donc on se projette un petit peu toutes les deux, elle s'entraîne, moi je m'entraîne de mon côté aussi. Et en fait, au fil du temps, je la sentais un peu moins motivée et puis petit à petit, elle a perdu un peu le moral. Donc elle m'a recontacté quelques mois après avoir lancé le projet en me disant bon cette année je laisse tomber, je me le sens pas, on verra plus tard, voilà. Et en fait, moi, ça m'a vachement touchée parce que je me suis dit, elle m'a quand même parlé d'un rêve, quoi. Donc, dans la nuit, j'ai cogité et en fait, le matin, je me suis levée avec une idée. Donc, je me suis dit, elle l'aurait fait sur 10 jours. Moi, je vais tenter de le faire sur la journée parce que j'ai un peu plus de moyens physiques. Donc, voilà, je me lance sur ça. Et donc, aussitôt, j'ai appelé mon entraîneur pour lui dire, j'ai une super idée. Je vais aller faire le Kilimanjaro en courant. J'ai vu que ça avait été fait parce qu'évidemment, dans la nuit, en cogitant, j'ai été sur Google, fouiller un petit peu. Et puis là, bon, j'ai vu les ascensions hyper rapides, mais d'athlètes de renommée. Donc je me suis dit, ok, ma grande, t'emballe pas. Toi, tu vas essayer de le faire sur la journée, ce sera déjà très bien. Et puis voilà, et je suis partie dans cette idée-là. Mon entraîneur a suivi, voilà. Et est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'aller en Tanzanie ? Est-ce que le Kilimanjaro exerçait une forme de fascination pour toi ? Pas du tout. En fait, le Kilimanjaro, j'ai toujours trouvé que c'était une montagne mythique, mais honnêtement, je pensais pas forcément aller m'y coller. J'aime beaucoup plus tout ce qui est alpin, voilà. J'aime quand il y a de la neige et de la glace. La préparation pour ce type de défi, elle doit être, j'imagine, très spécifique. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes ? Combien de temps avant est-ce que tu avais commencé la prépa ? Et comment est-ce qu'on arrive à recréer finalement des situations des conditions de préparation qui soient similaires à celles du Kilimanjaro ? En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que sur le Kili, j'avais 22 bornes d'ascension avec 4295 de D+, et autant de descentes. Donc pour reproduire l'effort, ici c'est impossible, puisque déjà les sommets montent au maxi à 3000, en distance j'arrivais pas à trouver ça. Donc en fait j'ai fait énormément de renforcement musculaire pour encaisser le dénivelé. Et après j'ai eu la chance de bosser en hypoxie dans une cabine qui représentait la haute altitude, donc on pouvait monter jusqu'à 5000 mètres. Faut savoir que les cabines hypoxiques, en fait, ça nous met en inconfort, mais on ressent pas la pression atmosphérique. Donc, on a un manque d'oxygène. Donc déjà, c'est compliqué de bosser avec un manque d'oxygène, mais c'est vrai que pour reproduire la pression atmosphérique, il y a que le terrain qui nous montre ce que ça représente. Donc en fait, j'ai passé 18 mois à préparer vraiment que cet objectif-là. Donc renfo à fond, montagne à fond. Et après, j'ai quand même pris la décision avec mon entraîneur d'aller faire une reco sur le Kilimanjaro justement pour voir comment je me comportais à haute altitude. Dans le cadre de ce projet, et pour te donner toutes les chances de succès, tu as dû t'appuyer sur une équipe locale. Comment est-ce que tu l'as trouvée ? Et puis combien de temps avant tu les as approchés ? Comment est-ce qu'on finalement on arrive à trouver les bons interlocuteurs pour t'accompagner dans un projet comme celui-là ? En fait, quand j'ai eu l'idée et que, on va dire, ma team entraînement médical et tout a accepté l'idée, j'ai contacté plusieurs guides locaux. Mais je suis pas du tout passée par les tours opérateurs. En fait, moi, ce que j'aime dans mes voyages, c'est avant tout les rencontres et le partage. Donc, je suis passée par plusieurs petits guides
Et en fait, il y en a certains qui me disaient ouais, t'inquiète, moi je vais t'amener en 2-2, c'est facile, voilà. Et j'ai choisi Ronald parce qu'il était super simple, il était pas sûr de lui, voilà, de la réussite du projet. Il m'a juste dit, bah laisse-moi un peu de temps, je vais étudier la question, voir ce qui a déjà été fait, et puis je te tiens au jus. Et en fait, assez rapidement, on a créé un lien, on échangeait quasiment ouais, un jour sur deux par Messenger. Et voilà, et puis c'est comme ça que, en fait, ça s'est fait assez naturellement après avec Ronald. Et donc, Ronald, il a construit le projet vraiment en fonction de tes capacités, enfin de tes envies, ou est-ce qu'il y a une approche, enfin une seule approche et une seule voie possible finalement pour attaquer un tel record? Alors, en fait, bah, lui, il était vraiment à l'écoute de mes envies. La voie des records sur le Kilimandjaro, c'est quand même la Western Bridge. Il y a un autre record qui a été détenu par une Danoise, Christina Schudmassen, par la voie Mueca en fait. Mais la Mueca, faut savoir que c'est une voie de descente seulement. On ne fait pas d'ascension par la Mueca pour le Kilimandjaro. Donc elle a eu accès à ça. C'est vrai que le chrono était intéressant aussi, mais la voie qui a été empruntée par les athlètes qui se sont frottés à un record, c'est vraiment la Western Bridge. Voilà, c'est la voie la moins facile du Kili. Pour moi, c'est la plus sympa parce qu'elle est ludique, on pose un peu les mains, on passe par des endroits où il y a personne, donc voilà, c'est sympa. Et non, non, Ronald a été de très très bons conseils et puis c'est vraiment plié entre guillemets à mes attentes, quoi. Dans quel état d'esprit et dans quelle disposition physique tu te sens à l'issue de ta phase de préparation? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait tout comme il fallait et d'être au taquet pour réussir cette ascension? Alors en fait, pendant la prépa, j'ai aucune notion de mes capacités physiques, je sais pas du tout où j'en suis, voilà, donc j'ai pas trop de repères. Ce qui m'a fait du bien, c'est quand je suis partie au mois d'août, faire la reco, donc on a passé 4 jours sur le Kili, et en fait, avec Ronald, on laissait partir les équipes, l'équipe qui m'accompagnait, devant, 1 heure avant nous. On les doublait et en fait, on arrivait au camp, 3/4 d'heure avant eux, on larguait nos sacs et on partait s'entraîner au camp supérieur. Et là, pendant 4 jours, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, ça se passe super bien». On chronométrait à chaque fois les tronçons et puis, là, à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, je suis dans les temps», donc découpé, hein, évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait de le faire sur la journée. Mais ça m'a donné vachement, confiance, ouais. Je pensais pas être capable de ça. J'en ai pris conscience vraiment au mois d'août. Mais bon, après, pour moi, j'avais pas du tout en tête d'aller claquer un record du monde. C'était faire le Kili sur la journée. C'est les chronos après qui m'ont chauffé et qui ont chauffé mon entraîneur et on s'est mis ce défi-là. Mais Parce que la référence à battre, elle est de 10h, 10h06, c'est ça? oui, c'est ça, ouais, c'est Fernanda Maciel qui le détient toujours du coup, hein. Et donc là, tu peux nous parler de l'ambiance les quelques jours qui précèdent le début de l'ascension. Est-ce que vous êtes dans une logique très studieuse, très relâchée? Est-ce qu'il y a de la tension? Comment est-ce que vous vivez, toi et ton équipe, ces quelques jours qui précèdent l'ascension? Bah, mon entraîneur, il y croit beaucoup. Donc, ouais, il met un peu de pression, on va dire, sur les temps de repos, voilà, que je sois quand même bien dans ma tête et physiquement. Après, moi, au final, j'ai juste besoin qu'on me lâche parce que je me dis, voilà, ça fait 18 mois que je prépare que ça, je vis Kili, je mange Kili, je dors Kili. Je l'avais déjà fait une fois. Enfin, voilà, il me tardait qu'un truc, c'était qu'on me lâche, quoi, le start. Après, la pression, je l'avais sans trop parce que bah, je me considère pas déjà comme une athlète de haut niveau, donc je m'étais dit bah il y a un record qui tombe, tant mieux, c'est super. Il tombe pas. Enfin voilà, je suis pas là pour démontrer quoi que ce soit au niveau performance. C'était plus un défi perso de me dire bah voyons ce que je peux faire, quoi. Il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi. Voilà. Est-ce qu'il y a des règles de sécurité spécifiques pour l'ascension ou des limites à ne pas franchir ou enfin, est-ce qu'il y a vraiment des lignes rouges, des signaux d'alerte maximum auxquels tu dois être particulièrement attentive pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que vous anticipez déjà les zones vraiment à risque et voilà, les points sensibles? Ouais, en fait, il y a eu passé 5000, moi je redoutais un peu, hein, pour être sincère. Donc la veille du départ, j'ai discuté avec Ronald en lui disant voilà, est-ce qu'on prévoit quand même le porteur d'oxygène au camp à 4009 là pour nous accompagner sur le dernier tronçon ou pas? Ouais, j'étais pas tout à fait sereine sur ça. Et Ronald, lui, par contre, était assez cool. Il me disait mais non, il y a pas de raison, ça s'est bien passé pendant la reco. Voilà, là en plus on va pas stagner à 5000 mètres puisque c'est vrai que nous l'idée c'était de passer et redescendre rapidement. Donc en fait en allant vite up and down, on a beaucoup moins de risques de développer un mal aigu que en montant très vite et en s'arrêtant à haute altitude. Là, l'œdème s'installe assez rapidement. D'ailleurs,
le médecin réanimateur qui était avec nous là, Patrick, nous avait briefé en disant si vous vous pétez une cheville à 5000, on est mal parce que vous allez monter super vite et là vous êtes sûr que dans les 30 à 45 minutes l'œdème se développe. Donc oui, on savait que passer 4000 déjà c'était compliqué si on avait un pépin et passer 5000 encore plus quoi. Est-ce que tu avais établi une stratégie particulière pour la course dans l'ascension, les différentes phases? Est-ce que tu avais décidé de partir plutôt fort et avec du rythme? Enfin, est-ce que vous étiez vraiment déterminé un plan très particulier ou est-ce que le plan c'était juste finalement d'avoir des chronos que vous observiez aux différents points d'étape pour savoir si vous étiez dans les temps ou pas? Alors en fait moi j'avais ce qu'on avait mis en place avec mon entraîneur, c'était de partir super fort parce que de toute façon assez rapidement on court plus. Le Kili déjà il y a tellement de dénivelé, plus l'altitude et tout, ben on est obligé de s'adapter en fait au terrain. Et puis moi, je suis pas une Kylian Jornet, hein, je cours pas partout, donc je savais que assez rapidement j'allais moins faire la maline. Donc en fait, ouais, le passage le plus roulant, c'est les 11-12 premiers kilomètres. Donc là, en gros, on avait dit, on lâche tout, on envoie les gaz là, et puis après, de toute façon, on s'adapte au terrain. Donc voilà. Après, tout était carré, mais en fait, il y a eu pas mal de pépins. Déjà la veille de mon ascension, il y a mon entraîneur qui a fait un mal aigu à 4009. Donc lui a été évacué de la montagne. Il était avec sa femme qui fait partie aussi de ma prépa physique. Donc ça me faisait 2 ravitaillements en moins. Parce qu'eux étaient partis 4 jours avant toi, c'est ça? Ils avaient commencé l'ascension un peu plus tôt pour pouvoir ensuite, que tu puisses les retrouver en haut? Oui, voilà, en fait, pour que eux soient dispo sur des ravitaillements, pour me filer des fringues, de l'eau, enfin, donc tout était calé comme ça. Sauf que déjà, la veille, on enlève 2 personnes sur la montagne, donc là, les plans changent. Donc voilà, je me dis bon, ok, allez, c'est pas grave, on va rester sur le côté chrono où je savais ce que j'avais à faire, et le côté ravito, je m'étais dit on fera système D quoi, à la débrouille. Donc en fait, ce qui était prévu, c'était sur l'ascension, il m'avait planqué des ravitaux. Donc à chaque fois qu'on passait sur un camp, je récupérais. À 4000, il y avait le réalisateur du film, Patrick, qui était sur place pour me ravitailler, me filer des fringues. Et ensuite, au sommet, on devait avoir l'équipe médicale. Donc dans ma tête, ça c'était calé. Et ensuite, sur la redescente, les deux ravitaux qui étaient mon entraîneur et sa femme, Lolo et Delphine, ça je savais qu'ils y étaient plus, donc ok, c'était clair pour moi. Après, ça a été plein de surprises parce que arrivé à 4000 mètres, en fait, arrivé à 3000, là, je me rends compte qu'on a gagné vachement de temps sur le chrono que j'avais fait au mois d'août. En sachant qu'au mois d'août, j'avais plus de 8 kilos sur le dos, il avait plu la veille, donc c'était de la bouillasse, on n'arrivait pas à avancer. Là, on a réussi à mettre du rythme et je gagne 12 minutes, donc c'est énorme. Donc super sereine, et après 4000, ça a changé, quoi. Après 4000, même un peu avant 4000, je sentais que Ronald, il était plus du tout dans la même allure. Il arrêtait pas de me dire qu'il fallait manger pour pas manquer de gaz, quoi, de vitamines et tout ça. Et en fait, moi, j'ai tendance à pas trop me nourrir quand je cours comme ça, surtout sur du long. Je mange vraiment quand j'ai faim, quoi. Et lui, il a fait que manger, manger, manger. Donc là, en gros, après une première partie de piste, enfin de parcours sur lequel vous gagnez pas beaucoup de temps, il y a une phase moins roulante jusqu'à 4000. Ça, c'est un segment de parcours qui te va plutôt bien. En fait, c'est un exercice que Ouais. tu apprécies. Vous arrivez donc à Barranco, qui est à 4000 mètres d'altitude. Tu retrouves donc une partie de l'équipe à ce moment-là. Et Ouais. donc là, l'exercice commence à se corser un petit peu au moment où tu repars de Barranco et tu commences à rentrer un peu dans le dur. Ouais. Ouais, là, on sent qu'il y a l'altitude, hein, vraiment. Donc, puis après, le dénivelé aussi qui nous permet pas de relancer vraiment. Donc, on part en marchant, mais assez rythmé. Voilà, moi, j'essaie vachement de travailler sur ma respiration parce que je sais que là, l'idée, c'est de distribuer un maxi d'oxygène. Donc, j'arrive à canaliser ça. Et puis là, je sens que Ronald, il prend vraiment du retard, quoi. Il est vraiment à la traîne. Moi, je l'ai très dur aussi, hein. Voilà, hein, on est tous les deux un peu à la même, enfin, ouais, on est au même niveau, quoi. Mais je sens que Ronald, il a moins de gaz qu'au mois d'août. Et on continue à monter malgré tout. Et puis là, arrivé à 4009, il fait des photos, il filme et tout. Puis je dis, oh, Ronald, chrono, quoi. Et en plus, lui, là, m'annonce que on peut être au sommet en 6h30. Donc moi, je trouve ça assez fou. Mais effectivement, on est monté assez vite à 4009. Donc j'ai vachement d'espoir. Et puis quand je demande de relancer, là, waouh, je sens qu'il traîne. Je le trouve différent, même dans son comportement et tout. Et puis je lui demande à plusieurs reprises comment il se sent et tout ça.
Et puis il me rassure en fait. Il me dit vas-y avance, moi je filme. Et j'avance parce que au final moi ça commence à revenir, je me sens un peu mieux donc je grimpouille voilà en marchant mais je marche, j'avance. Et là en fait à un moment je me retourne et il est à quatre pattes alors que c'est pas justifié quoi. Le terrain là on marche encore, c'est raide mais on marche. Et donc là voilà je lui dis Ronald ça va pas du tout, c'est enfin voilà est-ce que tu te sens pas bien? Puis il me dit un peu fatigué mais ça va, c'est mes jambes qui lâchent. Et là, on continue à monter. Le problème de la Western Bridge, c'est que assez rapidement, on pose les mains et que pour désescalader, c'est hyper compliqué. Une fois qu'on a passé quelques petits rochers un peu complexes, voilà, on s'amuse pas trop à redescendre. Et là, en fait, à 5003, il tombe, vraiment, il s'écroule par terre avec des maux de ventre terribles. Puis il me dit, j'arrive plus à bouger mes jambes, je suis pas bien, Vanessa, j'ai peur. Et puis là, en gros, il commence à me dire, bon, écoute, moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai des amis qui l'ont vécu. Et ben, ils sont restés sur la montagne, hein, c'est comme ça. Ils sont très fatalistes, en fait. Il me disait, ben, continue, tu connais le chemin. Non, Ronald, ça se passe pas comme ça. J'ai pas prévu de te laisser là. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai Tu poses même pas la question, enfin, t'es en mode automatique, là, le but du jeu pour toi, là, c'est absolument de le sortir de ce mauvais pas. Là, dans ma tête, en fait, ça fait boum, l'athlète, elle est plus là. Par contre, l'infirmière, elle prend toute la place. Et là, je me dis, OK, le médecin nous a dit que dans 45 minutes, on allait développer un œdème, lui et moi. On est à 5003, on est monté en 5 heures et des brouettes, donc c'est la cata. Et en fait, je me pose sur le chrono, mais vraiment, à aucun moment, je me dis, oh là là, voilà, il faut, enfin, j'ai pas hésité. Après, effectivement, quand j'ai appuyé sur stop, je me suis dit, Vané, c'est mort. Ton chrono, il est mort. Bon. Et là, je lui ai filé de l'eau, j'ai pris son sac, donc en fait, j'ai attaché son sac à moi, devant. Le mien derrière, je lui ai filé une veste à moi, je lui ai donné mon eau et j'ai essayé de le bouger au maximum. Et là, c'était compliqué. Et en fait, entre-temps, on a essayé d'appeler l'équipe médicale qui était au sommet pour nous faire passer de l'oxygène. En fait, le problème, c'est que sur le Kili, les hélicos, ils s'arrêtent à 4000. Sur la Western Bridge, le temps qu'une équipe arrive, il y en avait au moins pour 6 heures, donc ça faisait 2 morts. Redescendre, c'était pas possible. Donc, j'ai eu mon entraîneur au téléphone. Et puis là, en gros, il m'a dit, la seule solution, c'est de monter au moins jusqu'au cratère. Et moi, je fais en sorte de joindre l'autre guide pour vous envoyer l'oxygène. Et comment t'as réussi en fait, la voie, la solution, elle est connue, elle est unique, c'est celle-là. Comment est-ce que tu arrives à trouver la ressource pour mobiliser Ronald et finalement le faire se surpasser mentalement et physiquement pour réenclencher cette marche en avant dont il semble plus capable du tout? En fait, moi, je lui ai pas trop laissé le choix parce que lui, c'était pars toute seule. Donc moi, j'ai dit non, je pars pas toute seule. S'il nous arrive quelque chose, ce sera ensemble. Par contre, je lui ai dit, moi, j'ai Mathéo en bas et toi, t'as tes enfants. Donc on va se bouger, on va y arriver ensemble. Je vais t'aider. Donc déjà, lui, il hallucinait du fait que je porte son sac. Pour lui, ça a été, je crois, le truc qui l'a le plus marqué. Et en fait, c'est lui qui a trouvé ses propres ressources, quoi. Hein. Il a un mental de dingue. Moi, j'ai tenté de le motiver. Après, pour être très sincère, il restait 15 minutes avant les 45 fameuses minutes où on risquait de développer l'œdème. Et là, à un moment dans ma tête, oui, effectivement, je me suis dit, il va falloir que je le laisse. Parce que sinon, je reverrai pas mon fils, quoi. Donc ça a été dur, hein. C'est un grand moment d'émotion. Et puis voilà. Et en fait, 5 minutes avant que je fasse vraiment le choix de partir, il m'a dit bon allez, on y va. Renclenche ta montre. Et en fait, lui, il laissait tourner sa montre en permanence. Et moi, je m'étais pause quand Ronald est tombé, voilà. Et donc là, il s'est relevé. Et en fait, je le poussais vraiment aux fesses pour pas qu'il tombe en arrière. En fait, je lui disais reste plaqué les mains par terre pour pas qu'il bascule, quoi. Parce que si lui basculait, moi j'étais derrière, on tombait tous les deux. Et assez rapidement, on a atteint le cratère. En fait, on n'était pas loin, heureusement, de la sortie de la Western. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés parce que plus long, ça aurait pas été possible. Et une fois qu'on a atteint le cratère, on savait tous les deux qu'on était sortis de cette galère malgré le fait qu'on n'ait pas l'oxygène. Parce que en fait, le porteur était de l'autre côté de la montagne, mais nous, on savait pas. Pour nous, il était au sommet. Et en fait, le temps qu'il arrive, on pouvait pas compter sur eux, quoi. Ils étaient trop loin, trop compliqués. Et là, il nous reste, quand on est sur le cratère, 90 mètres de D+, dans la terre volcanique. Donc, un pas en avant, deux en arrière. La galère.
à 5005. Donc il y a l'altitude, il y a le froid parce qu'on avait environ -11 sur cette partie. Donc voilà, on était vraiment gelés là tous les deux. Et en fait, malgré ça, on a réussi à avancer et à atteindre le sommet. Et en fait, quand on arrive au sommet, moi je regarde mon chrono et c'est là où je vois que je suis à moins de 7 heures. Et je dis à Ronald, écoute, 2 secondes, je reviens. Et dans ma tête, c'était, je veux toucher la porte juste pour valider et voir moi seule en combien de temps j'aurais pu le faire. Donc là, je trace, je cours jusqu'à la porte du sommet et en touchant la porte, je me tourne et je vois Ronald arriver derrière moi quasiment, enfin en courant quoi. Alors que juste avant, il était à 2 doigts de mourir. Bon, il avait les yeux explosés, éjecté de sang, enfin, il était vraiment marqué. Mais il était là. Ouais, il était là, ouais. C'est impressionnant, hein. Franchement, moi, je leur tire mon chapeau à ces gens-là parce que je crois qu'il m'arrive la même chose. Moi, je reste sur la western, hein. Et en fait, sa première question à ce moment-là, c'est, il me dit, mais il est où le docteur? Et là, je percute qu'il n'y a plus personne au sommet. Parce qu'en fait, on était censé rejoindre le réanimateur. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'avais vendu le truc à Ronald. Quand il était pas bien, je disais, mais t'inquiète pas, on va au sommet, il y a le médecin, on va te médicaliser, ça va aller. Et en fait, on arrive là-haut et là, mais désert. Parce qu'à l'heure à laquelle on arrive, il y a plus personne. Les gens font l'ascension dans la nuit. Et nous, il était aux alentours de 13 heures, je crois, quand on a atteint le sommet. Donc, il y avait que Ronald et moi. Et là, je lui dis, écoute, ils doivent être un peu plus bas, on va voir. Viens, il faut descendre. De toute façon, le seul remède, c'était la descente, là, pour lui. Donc on a commencé à descendre et en fait, ce qu'on dit, c'est vrai. Et pour l'avoir vu, tous les 300-400 mètres, Ronald, il retrouvait du gaz, quoi. Il allait de mieux en mieux. Et là, on croise le porteur d'oxygène qui venait nous secourir. Et le porteur s'approche de moi, donc Ronald était assez loin derrière moi quand même, hein, il descendait plus doucement que moi, parce que moi j'avais quand même l'idée de courir, mais tout en ayant un œil sur lui. Et là, le porteur d'oxygène me dit, écoute Vanessa, ton médecin a fait un mal aigu, donc on l'a descendu, mais il faut absolument qu'on lui mette de l'oxygène. Putain, et là, je me dis, mais c'est un film, quoi. Le truc qui ne s'arrête jamais. Ouais, c'est ça. Donc, je voyais Ronald qui allait mieux. Je me dis, dans quel état je vais retrouver Patrick? Enfin, bon, la grosse galère. Et donc, en fait, je dis à Ronald, écoute, Ronald, continue à descendre. Moi, je descends avec le porteur d'oxygène. Là, on va aller voir Patrick, mais on t'attend en bas, quoi. Et en fait, je descends à balle parce que j'étais inquiète pour Patrick. Et effectivement, hein, il était pas bien du tout. Faut savoir qu'il avait une saturation à 59%. En temps normal, on est entre 97% et 100% de SAT. Lui, il était à 59. Donc, pour un médecin réanimateur, c'est chaud parce que lui se projette sur ses patients et à 59%, il y a longtemps que le patient est intubé, ventilé, quoi. Donc, ouais, c'était assez tendu. Et là, arrivé au médecin, j'ai remis pause, quoi. Il était pas bien, donc on lui a mis l'oxygène à 15 litres. Puis Ronald est arrivé, donc on a couvert Ronald. Sauf qu'en fait, ce qui est assez dur pour moi, en fait, les pauses, à chaque fois, ça pète le rythme, ça casse les jambes, on prend froid, donc pour se relancer dans la course, c'est catastrophique. En fait, ça a pas du tout été des pauses qui m'ont été favorables, quoi. Bien au contraire, ça m'a vraiment fait perdre un temps énorme sur la montagne. Oui, à des moments où tu pensais justement relancer et reprendre confiance et du souffle, finalement, c'était un peu coupé les ailes. Ah ouais, carrément. Vraiment, vraiment, quoi. Et après, là, arrivé au médecin, je leur ai posé la question. Je dis, écoutez, on laisse tomber. Enfin, voilà, la journée, elle est finie. Et là, Patrick m'a dit, non, 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 hors de question. Toi, tu continues. Ronald, au pire, il reste avec nous. Mais toi, tu connais la Mueca, tu descends, quoi. Et en fait, Ronald m'a dit, non, non, je viens avec toi. Donc, on l'a couvert. On lui a filé des fringues en plus. Il a mangé à nouveau. En fait, Ronald, ce qui s'est passé à 5003, c'est qu'il a fait une ischémie digestive. Il a trop bouffé sur l'ascension. Et en fait, quand on monte à haute altitude aussi vite, il faut prioriser. En fait, le corps humain est tellement bien fait qu'il va prioriser les organes nobles, quoi. Cœur, cerveau, poumon. Il va chercher à oxygéner tout ça, à apporter du sang frais pour oxygéner tout ça. Et Ronald a demandé, lui, à 5003, un effort à son intestin. Donc en fait, ça a un peu tout chamboulé. Et le sang est venu coaguler à ce niveau-là. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé plié en deux avec des douleurs abdos terribles. Et derrière ça, il a commencé à développer l'œdème pulmonaire. Pour comprendre, Ronald, c'est une ascension qu'il avait déjà fait des dizaines ou des centaines de fois? Ouais, enfin, Centaines, ouais, il était à 110 fois, je crois, mais jamais sur la journée, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça qui était nouveau pour lui et qu'il maîtrisait peut-être moins, oui. Ouais, c'est ça. Puis le rythme imposé aussi. Je pense qu'il a relativisé le truc, mais
Au final, moi, en plus, je suis assez traître parce que je suis un tracteur. Donc, les premiers kilomètres, j'y vais, enfin, à mon rythme, je me crame assez rapidement. Mais passé 10-15 bornes, ça y est, je suis lancée et puis voilà, là, on m'arrête plus, quoi. Alors que lui, il est parti à fond, vraiment pour me faire plaisir, je pense, et jusqu'à l'explosion, quoi. Et en plus, le côté où il a trop mangé, ça n'a pas été super favorable pour lui. Donc, vous réamorcez finalement la descente jusqu'à l'arrivée. Est-ce que là, tu es dans cette logique encore de record et de performance Non, ou enfin, il y a eu trop d'émotions, enfin, rien ne s'est passé exactement comme prévu, donc tu es plutôt là-dedans et mm, finalement, tu te laisses aller jusqu'à l'arrivée? c'est ça. Là, je lâche un peu tout, en fait. Je lâche la pression et je descends. Et d'ailleurs, j'ai survolé la première partie de la descente parce qu'on est arrivé à une corne et je savais plus du tout si on avait passé le premier camp, le deuxième et tout. Et bon, Ronald suivait, hein, alors il était assez loin derrière, mais je l'avais toujours quand même en visu. En fait, ce qui m'a vachement touchée, c'est que tout le monde était au courant sur la montagne qu'il y avait un guide en danger et ils se connaissent quasiment tous, quoi. Hein, ils bossent tout le temps ensemble. Et là, il y avait l'équipe de Ronald qui était sur la descente pour rejoindre mon équipe à moi, enfin pour accueillir mon équipe à moi. Et en fait, chaque fois que je croisais les porteurs, tout le monde était en pleurs en me disant mais tu l'as laissé, il est là-haut. Enfin, ils pensaient que Ronald était encore sur la Western Bridge et que j'étais redescendue toute seule, quoi. Et en fait, ça m'a vachement émue. Et quand Ronald est arrivé, tout le monde l'a pris dans les bras, tout le monde pleurait. Enfin, une grosse émotion. Et le dernier tronçon, on a envoyé. Et en fait, ce qui était dur, c'est qu'assez rapidement, la nuit est tombée vers 16h30, 17h déjà, ça s'assombrit vachement. Donc là, on a pris quelques belles gamelles. Mais bon, malgré tout, la descente, on l'a fait plutôt bien, quoi. Elle se passe plutôt bien. Donc, vous arrivez à rejoindre la ligne d'arrivée, enfin, si on peut parler de ligne d'arrivée en tout cas, et votre Ouais. retour à votre point de départ. Qu'est-ce que toi, tu ressens à ce moment-là? Est-ce que c'est un mélange de plein d'émotions très différentes et peut-être même contradictoires, ou est-ce que c'est juste le soulagement d'avoir réussi, toi et lui, à revenir entier à bon port? En fait, moi, je me dis, bon, ok, tout s'est bien passé. Donc, j'oublie presque le moment critique de la journée, là. Et je me dis, bon, faut que je le refasse. Parce que voilà, je vois mon chrono et d'entrée, je me dis, il faut y retourner. Ça a été, en gros, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je le claque ce chrono. Bon. Et en plus, j'étais pas super fatiguée. Enfin voilà, je veux dire, j'ai pas eu une courbature, j'ai pas eu zéro douleur. Donc voilà, ça a pas été la plus dure journée de toute ma vie. Mais c'est après que j'ai eu le contre-coup et que j'ai vraiment réalisé ce qui s'était passé. Ouais. Là, sur le moment, je retrouve mon fils, je retrouve l'équipe, voilà. Donc ça va, quoi. Et donc se pose la question de l'homologation du record, et donc vous avez rendez-vous le lendemain dans un parc à côté. C'est un des big boss qui va être. Enfin, ça va être l'heure du C'est ça. verdict, en gros, à ses côtés pour savoir si oui ou non, compte tenu de l'arrêt de votre chrono, est-ce que ce Mm. record peut être homologué? Puisqu'en réalité, on l'a pas dit, mais tu as mis 9h58 pour réaliser cette ascension et cette descente, ce qui était donc 8 minutes de moins que le précédent record. Ouais, donc ça, c'est mon chrono, hein, donc avec les pauses obligées, on va dire, concernant les problèmes de Ronald et de Patrick. Euh, Après, en fait, à l'arrivée, on a été reçus par deux guides, dont un officiel du parc, et qui, lui, devait déjà donner son premier tampon. Donc en fait, il y avait les deux tampons des guides qui ont validé mes chronos parce qu'à chaque fois que je passais à des endroits, il fallait quand même sur chaque camp, il fallait signer. Donc j'ai une première validation par Martin, là, un des guides, et ensuite un officiel. Et là, l'officiel me dit, écoute, au niveau officialisation, c'est compliqué parce qu'il y a des pauses et que nous, on considère l'heure de départ et l'heure d'arrivée, chose logique. Hein. Et après, lui, il m'a dit, pour moi, le geste vaut largement un tampon. Il m'a dit, c'est un double exploit. T'as fait déjà, même avec ces pauses, vous arrivez en 12 heures, parce qu'au final, on perd 2 heures sur la montagne. Donc, il me dit, c'est déjà incroyable. Et en plus, t'as ramené un guide de chez nous en vie, donc moi, je te donne le tampon pour ça. Et donc, j'ai deux tampons. Et en fait, il me manque le troisième. Et là, le lendemain, donc, ils s'appellent entre eux, ça prend 1 heure. Là, on commence à se geler parce qu'il fait nuit, parce qu'on a quand même la journée dans les pattes et tout. Et il nous dit, demain, vous avez rendez-vous donc à l'opposé. On avait 1 heure et demie de route pour aller rejoindre le Big Boss. Et là, en fait, c'est pareil, quoi. Le lendemain, j'y crois. Et puis d'un autre côté, je me dis, moi, je veux pas d'un truc officiel alors qu'il y a des pauses, quoi. Un chrono validé, c'est un chrono qui est clean. Et donc, moi, j'avais déjà plus ou moins accepté le fait que ce serait pas homologué.
Mais en fait, je le réalisais pas, quoi. Je crois que c'est vraiment quand le big boss nous a reçus officiellement dans son bureau, il nous a expliqué, bon, il a félicité le geste aussi, hein. Il m'a dit que pour lui, j'étais la femme la plus forte qui ait parcouru le Kilimandjaro, depuis qu'il était sur le Kili. Mais que, au niveau officiel, c'était compliqué parce qu'il y avait ces pauses-là et tout ça. Qu'il m'invitait à le retenter, évidemment, mais avec 3 ou 4 guides. Donc là, il m'impose une équipe beaucoup plus solide pour qu'on m'attende sur des camps. Et puis je crois que c'est à ce moment-là, en fait, quand il y a le dernier, non, ce sera pas homologué, que moi je prends conscience qu'il y a 18 mois qui s'arrêtent. C'est pas une journée, c'est pas un chrono qui est pas homologué. En fait, c'est toute une histoire qui prend fin. Et donc là, j'ai un peu le coup dur, voilà, de la redescente, de prendre conscience que tout ça, je l'ai fait pendant 18 mois pour qu'au final, j'arrive pas à mon objectif. Et ouais, là, c'est un peu dur, quoi. Et donc, une fois ce coup dur et cette pilule à avaler sur la non-homologation, vous avez le lendemain, je crois, une fête de fin de course mémorable avec la famille de Ronald. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi un moment, au regard de la gratitude dont il témoigne ce jour-là envers toi, où tu prends encore plus conscience de ce que tu as réalisé pour lui et que finalement tu l'as ramené en vie Ouais. et que une famille aurait été dévastée par son départ si les choses, si t'avais pas géré la situation de cette façon-là. Oui, il y a eu ça et puis même ses amis, quoi. C'est vrai que le lendemain, j'ai revu tous les guides qui avaient fini leur descente, du Kili, qui m'ont serré dans les bras, mais comme jamais on m'avait serré dans les bras, quoi. Vraiment, ouais, il y avait une reconnaissance, générale et puis l'accueil dans le village de Ronald, donc dans la maison de Ronald, hein, avec sa famille, ses enfants, son épouse qui d'entrée est arrivée, elle m'a pris dans les bras, elle m'a remerciée. La grand-mère de Ronald aussi qui m'a vachement émue, quoi. Elle m'a dit: «Merci, d'avoir gardé notre, famille, entière», enfin bon. Ouais, c'est assez touchant et puis là, je me suis dit: «On est quand même passé à l'orange, quoi». C'était chaud. J'en ai pris conscience là, ouais. Est-ce qu'il y a une image que tu retiens particulièrement de cette ascension, de ce moment-là? Quelle est l'image que tu cristallises, s'il y en a une? Moi je pense que c'est l'arrivée au sommet quand même, hein, parce que déjà, le Kilimandjaro est hyper fréquenté et là, on est arrivés, on était 2 sur le sommet, voilà. Et puis je me dis: c'est pareil, c'est à ce moment-là où j'ai vu que Ronald, il était mâché, mais qu'il était en vie et puis là, on a atteint le sommet en courant. Enfin, je me dis: «Waouh!» Ouais, je pense que c'est l'image, en haut. Qu'est-ce que cette tentative de record et ce défi t'a appris sur toi? Que je pouvais aller loin quand même, parce que je pense que j'en avais pas trop conscience. Et c'est vrai que même si, effectivement, il y a pas ce chrono, il y a pas ce record du monde, voilà. En même temps, record du monde, ça veut dire quoi? Pour moi, pas grand-chose parce que je suis pas une compétitrice, hein. Je me colle pas sur les compètes aux plus grands athlètes et tout. Mais je me suis dit quand même: «Vanné, ouais, tu t'es tapé le Kili en courant, quoi». Et donc ça m'a motivée pour faire, encore plein d'autres choses, ouais, ça donne un peu confiance. Tu vas y retourner? Oui. Tu vas pas laisser cette histoire ici? Ouais, je vais y retourner. Après, ce qui est assez compliqué, c'est la logistique, quoi. Ça demande, énormément de prépa, donc bien sûr, je l'ai en tête. Voilà, peut-être, que je vais y retourner différemment, voilà. C'est à suivre. Ce sera l'objet d'un nouvel épisode de Course épique. Tu viendras nous raconter Ouais, la voilà, avec saison 2. plaisir, ouais. Mais Et entre-temps, il y a d'autres projets, bah oui. oui, c'est ça, tu vas nous en parler juste après. Et est-ce que tu as maintenu le lien avec Ronald aujourd'hui? Est-ce que vous avez des échanges réguliers? Oui, oui, carrément. On s'écrit, allez, toutes les semaines ou tous les 15 jours, toujours un petit message. Il devait venir en France, avant ces histoires de confinement, donc j'espère qu'on va réussir à mettre ça en place, qu'il vienne un peu, dans mon monde à moi, voir comment ça se passe ici. Et puis là, je lui envoie pas mal de monde et on refait une ascension l'été prochain avec un jeune homme là, Julien, qui est atteint de sclérose en plaques. Voilà, donc ça va regrouper pas mal de choses là, cette venue en Tanzanie au mois d'août. Il y a Julien et puis il y a peut-être une nouvelle tentative, on verra. C'est le début d'une histoire qui va s'inscrire dans la durée. Ouais, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup Vanessa pour ce récit vraiment passionnant et extrêmement touchant. Et puis bravo pour ta performance sportive et humaine absolument remarquable. On va parler un peu d'avenir maintenant. Est-ce que tu peux nous parler des grands projets qui t'attendent ces prochains mois ou sur 2022? Est-ce qu'il y a des grands rendez-vous déjà dans ton calendrier? Ouais, là j'ai pas mal de dates, qui sont déjà posées. Je pars au Népal, fin février là, pour,
En fait, je vais faire de la formation, je vais aller former les guides aux gestes de premier secours avec une asso qui s'appelle Ice Himalaya. Et en contrepartie, les guides me proposent de m'initier l'himalayisme, leur façon à eux de grimper sur les montagnes himalayennes. Donc pour moi, c'est un rêve de gamine. Et puis je projette, donc là, je pars sur un trek de l'Everest, en greffant quelques ascensions, notamment l'Highland Peak qui est un 6000. Et si possible, donc si eux estiment que je suis prête, mon premier 8000 en septembre, le Manaslu. Donc là, c'est un bijou, quoi. C'est encore une fois un gros cadeau de Noël qui m'attend. Joli programme, effectivement. Et après, le Kili au mois d'août. Et après, j'ai eu la grosse surprise d'être sélectionnée sur une course au Mexique. Ça s'appelle l'Ultra Run Raramuri. En fait, on est 10 athlètes français, voire européens, à avoir été choisis, et 10 athlètes indiens. Et on va devoir courir avec eux, parce que j'aime pas dire contre eux, mais voilà, pour tenter une victoire. Donc ça va être super chaud, parce que c'est quand même les Tarahumara, voilà, ils sont réputés pour être les Invincible. ouais, invincibles. Donc en fait, c'est un peu ça. L'idée, c'est de casser le mythe. Donc bon, j'ai un peu la pression. Ça, c'est prévu pour avril 2022 et franchement, je suis super contente parce que l'équipe, les 10 athlètes, c'est un bonheur, hein. Je me demande même ce que je fais au milieu, mais donc voilà, ouais. Encore un super projet. C'est sûr que tu as ta place et que tu vas y briller. Ça va être une super expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis tombé sur ton parcours en entendant parler de cette course. Donc, je trouvais le principe absolument. Enfin, c'est même Ouais, pas une course, mais en tout cas, absolument génial. ouais, c'est chouette. Après, c'est un ultra. Donc, je sais pas ce que je vaux sur en ultra. Je me découvrirai là. Vanessa, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu as un motto à partager avec nos auditeurs ? Moi, j'ai un petit problème avec les gens qui me disent souvent oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça. En fait, moi, je me dis du moment où tu es en vie, fonce. Voilà, c'est ma devise. Donc, il faut pas se mettre de limites. Je pense qu'on se pose nos propres limites tout seul. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Vanessa. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi ce défi hors Merci du à toi. commun et cette aventure humaine d'une intensité assez incroyable et vraiment très riche en émotions. Bravo encore pour ce chrono de 9h58. Personne pourra te les enlever. Ces 9h58, elles sont à toi. Et toi, tu sais ce que tu as été en capacité de faire sur le Kilimandjaro accompagné de Ronald. Merci encore pour nos échanges. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite et tes aventures et beaucoup de réussite pour tes défis. On l'a entendu, ils sont très nombreux. Voilà, je suis sûr que tout va très bien se passer et que tu vas t'en mettre plein les yeux. En tout cas, on te suivra avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection. Merci. À bientôt, Vanessa. Merci. Bye, merci. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.